Donc, au sujet de la première question, qui portait sur le traité de 1947, à savoir est-ce que c'est un traité bilatéral ou un traité tripartite. Donc en fait, pour répondre très brièvement à la question, le traité de 1947 dont on parle, c'est le traité de Paris, qui est un traité de paix en fait qui a été signé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale entre le Conseil des Quatre, donc, qui étaient en fait les alliés pendant la guerre, donc États-Unis, URSS, France et Grande-Bretagne, et l'Italie. Et donc ce traité, en fait, dans son article 44, stipulait que, à la suite de la guerre, en fait, qui avait vu l'abrogation, de tous les traités entre les Alliés et l'Italie, puisque l'Italie faisait partie du camp ennemi, en fait, du camp adverse. À l'issue donc, de la guerre, pour faire en sorte que ces traités reviennent en vigueur, il fallait non seulement en informer l'Italie, donc dire voilà, nous on veut que tel traité soit remis en vigueur. Donc ça comprend effectivement le traité de Turin du coup qui a été abrogé pendant la guerre en fait du coup. Et puis de plus, il fallait aussi resoumettre ces traités à l'ONU qui a été créée en 1945. Donc ce traité, c'est un traité en fait multilatéral puisqu'il lie le Conseil des Quatre, donc 4 nations, à l'Italie. Et il y a des traités similaires qui ont été signés avec d'autres pays, des forces qui étaient adverses aux Alliés. Donc ça c'est sur le traité de 1947. Pour ce qui est de la note verbale de 1948, donc là on fait référence à une note diplomatique en fait qui a été transmise par l'ambassade de France en Italie au ministère des Affaires étrangères italien. Et donc là, du coup, dans cette note verbale étaient listés les traités que la France voulait voir remettre en vigueur avec l'Italie. Et donc parmi ces traités, le traité de Turin de 1860, qui prononce en fait l'annexion de la Savoie à la France. Donc du coup, ce traité la France a démontré qu'elle voulait que ce traité soit remis en vigueur à partir de 1948. Le problème étant que la France ne l'a toujours pas soumis à l'Organisation des Nations Unies et que par conséquent, selon le traité de 1947, le traité de Turin en fait n'a pas de validité juridique. Et en parlant de cours international, je crois qu'au début, on doit distinguer, parce que parfois c'est pas trop facile, si on n'a pas étudié le droit international, de comprendre tous ces différents cours et leurs pouvoirs. Et la presse n'aide pas beaucoup, parce qu'au moins en Italie, on voit souvent des erreurs. Et alors je commence en expliquant les différents cours et ce qu'il fait. La Cour internationale de justice, qui est à La Haye, n'a rien à voir avec l'histoire de la Savoie et n'est pas accessible aux individus, parce que c'est seulement pour des cas, des procès entre États différents qui se confrontent sur quelque chose. La Cour pénale internationale, qui est à La Haye aussi, et pour faire... condamner. Oui, pour condamner des individus qui ont commis des crimes internationaux très graves contre l'humanité, de guerre, le génocide. Alors j'espère qu'ici ça ne soit pas le cas. Et la Cour européenne de justice, comme la Cour internationale de justice, n'est pas pour les individus, c'est un organe de l'Union européenne et n'est pas accessible pour des cas individuels. Et c'est la Cour européenne des droits humains qui est à qui est à Strasbourg, qui n'est pas part de l'Union européenne. C'est la Cour du Conseil d'Europe. C'est une organisation internationale complètement séparée de l'Union européenne. Et en fait, l'Union européenne a 26 États membres et le Conseil d'Europe a 47 États membres. Les deux organisations travaillent sur des principes similaires, mais sont deux organisations complètement séparées. La Cour européenne des droits de l'homme,
est fait pour les cas individuels, mais on peut recourir à cette cour seulement quand on a épuisé tous les cours en France, par exemple, ou en Italie, parce qu'elle est une cour avec, je crois, seulement un juge par État membre. Alors, elle a 47 juges et elle reçoit dizaines et dizaines d'applications chaque semaine. Et ils n'ont pas la possibilité de regarder tous les cas. Et alors, leur procédure dit qu'avant, on doit essayer de faire tout ce que c'est possible dans notre même État. Et je veux dire pas la Savoie, mais la France dans ce cas, malheureusement. Mais après, c'est possible de demander à cette cour de décider sur un cas spécifique, individuel, de violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Et alors peut-être, c'est une option qu'on peut considérer. Merci. Et en général, sur la possibilité d'avoir le statut d'observateur à l'ONU, c'est pas facile parce que normalement je crois que les seuls observateurs sont le Vatican, la Palestine et l'ordre de Malta. C'est une possibilité très limitée parce que normalement les minorités dans un pays plus grand doivent être représentées par leur même pays qui doit leur donner la possibilité de prendre des décisions et de participer à les décisions de l'État. Comme on a dit, par exemple en Italie, les différentes régions, en théorie, doivent contribuer aux décisions de l'État. En France, ça doit être la même chose. Alors l'ONU ne peut pas considérer la Savoie comme une entité séparée qui doit être représentée comme observateur. Merci. Merci.